Rebonjour, merci d'être avec nous en ce samedi matin. On poursuit notre troisième jour du volet professionnel avec Lynn No, artiste qui a ouvert le festival cette année avec Récit Récif. Alors, merci d'être avec nous dans le volet pro. Alors, on est là pour parler de Hésiode, qui est un espace de production et de diffusion que vous avez lancé à Montréal. Donc, tu vas nous en parler un peu plus. Juste quelques mots sur toi, Lynn, avant de commencer. Lynn No s'intéresse au perceptif plus qu'au spectaculaire. Par le corps qui parle ou qui bouge, elle fait apparaître les structures invisibles des mécanismes humains et des comportements des machines. Elle qualifie sa démarche interstitielle. Merci. Tant dans son travail sur le corps que dans son regard sur les pratiques artistiques. Alors, je te laisse tout de suite plonger dans Hésiode avec nous. Merci Émile. Merci d'être là. Je vais rectifier. Ça s'appelle Ésode et c'est vraiment pas grave. Oui, Ésode. En fait, c'est un mot qui a été amené par Faraday, chercheur en électromagnétique, et qui n'a pas été retenu, qui a été remplacé à l'époque par la communauté de chercheurs par l'anode, parce qu'on cherchait à comprendre l'électromagnétisme, mais ça veut dire porte par où le courant entre. Et je suis avec mon collègue, co-directeur Alexandre Burton, directeur de la compagnie artificielle qui chapeaute Ésode, qui est une compagnie liée au développement de création avec la technologie et au développement d'outils technologiques pour la communauté ainsi que pour nos projets. Donc, Ésode, c'est un lieu de diffusion, un lieu pour les arts génératifs liés au temps. On est installé à Montréal depuis 2022, mais Artificiel existe depuis 2000. Donc, on est de naissance avec Mutech, avec le Moi Multi, où j'ai présenté dans le début des années 2000 aussi. Donc, la vision d'Ésode se rapporte à un projet que Artificiel a présenté en 2004, qui a été un peu la genèse de cette réflexion sur les contextes de présentation, de comment amener le visiteur à cohabiter avec les œuvres et à être dans un contexte qui privilégie son écoute, sa présence dans le temps. Ce projet s'appelle 6281. C'est un projet où Artificiel a loué un appartement qui était vide, dans lequel on a installé un dispositif artistique autonome. Puis on a envoyé par la poste 200 clés physiques à 200 personnes. Et ces clés les gens pouvaient aller visiter l'œuvre en tout temps, avec la clé physique et ensuite la passer au suivant. Donc, cette installation, ce modèle de diffusion a créé un genre d'émoi. Les gens nous en parlent encore dans cette forme de liberté, d'être en intimité dans un lieu sans gardien, sans personne à la réception, sans personne pour contrôler notre façon d'être en rapport avec l'œuvre. Et en 2020, on a décidé d'organiser un espace fonctionnant selon un modèle similaire. Là, on voyait l'œuvre qui était installée, qui était finalement des ampoules dont le son électrique de l'ampoule récitait des poésies de Pascal Malater. Donc, c'était très intime. C'était comme un appartement habité par une poésie électrique. Donc, là, vous voyez un petit peu le site web par maintenant notre façon de réactualiser ça en 2020. C'est par le biais d'un site web. Le visiteur réserve une plage horaire et les plages horaires sont très grandes. Des fois, il y en a la nuit, il y en a le matin. C'est des plages horaires d'1 heure et obtient par courriel les informations d'accès, qui essentiellement est un code qui va lui permettre d'ouvrir la porte et il sera seul avec son petit groupe. Il n'y aura personne d'autre qui va avoir le lieu en même temps. Un groupe de 4 maximum pour favoriser une ambiance intime. Et en opposition au contexte de diffusion habituel où de nombreuses œuvres se contaminent, ce qu'on souvent déplore, nous, comme artistes, dans des contextes de festivals, surtout des œuvres sonores, visuelles, où finalement, tu es toujours un peu obligé de parler un peu plus fort avec ton œuvre pour te faire entendre. On privilégie une qualité de rapport intime à l'œuvre. En tant qu'artiste, on croit que les installations génératives requièrent une attention minutieuse et une durée d'expérience significative afin de percevoir l'évolution temporelle qui les caractérise.
Nous proposons donc un lieu neutre où une seule œuvre est expérimentée dans la durée par un nombre limité de personnes. En plus de transformer l'expérience esthétique, ce principe affine les possibilités expressives de l'artiste qui peut alors compter sur l'attention non divisée du visiteur. Un des points très importants des odes. Donc là, on est en train de voir, c'est où? C'est à Montréal, dans le quartier Onsic, tout près d'un cimetière, au métro Sauvé. Donc, on est vraiment à 2 minutes du métro. Là, on a un visiteur fictif qui fait l'expérience, qui traverse la rue et qui se dit, mon Dieu, où cela va m'amener? On est dans un quartier résidentiel, mais dans une rue relativement commerciale de la jeunesse. Et là, il y a les petits codes qui sont de la même couleur que le site web, les petits carrés jaunes, qui fait qu'on déambule, on a des indications qui nous disent d'aller au fond de la cour avec quasiment un petit tréteau vraiment de base fait par un petit canevas à la main. Et puis, tranquillement, on s'achemine dans les indications. Le jardin est rendu un peu plus beau maintenant. C'était au début de la création. Et on arrive devant la porte et puis on active, on rentre dans notre téléphone et on pèse sur un code et on va entendre un bip, un long bip, que là, on n'a pas le son, qui fait qu'on va pousser la porte et tout à coup, on est dans l'espace, seul face à l'œuvre. Là, on va vous montrer une série de projets qu'on a présentés, qu'on trouve qui ont un aspect génératif, qui sont reliés à notre mandat de présentation, dont Réanimation artificielle de Philippe Allard. Réanimation artificielle, c'est 24 sacs gonflables qui sont issus de voitures accidentées de cours à scrap qui s'ouvrent et se ferment selon un algorithme, un logiciel qui a été créé justement par Alexandre en collaboration et dont cet algorithme, finalement, réagence continuellement l'ouverture, fermeture de ces sacs par une prise d'air et une prise de lumière. Donc, il y a un son de vent qui est là. C'est tout ce jeu sur cette vie, ce souffle que les airbags nous proposent. Et finalement, dans le temps, vous ne verrez jamais la même composition d'agencement de ces sacs dans le lieu. Je continue, ça va assez vite. Une suite, Delphine Hébert-Marcoux, qui est une artiste de la relève, on essaie d'avoir une ouverture, qui est une œuvre très minimaliste. Elle a eu une résidence en 2 temps qui propose une vidéo qui a été filmée, robotisée, sur une vue de la traque de chemin de fer de l'autre côté avec le building en hiver. Et là, on est en saison d'été et c'est un peu comme si le temps se parlait en juxtaposition et même la lumière du jour qui rentre dans ces petits panneaux perforés qui donne une forme de pixelisation matérielle du travail. Et là, ici, on voit la vue de la galerie qui est derrière avec la voie ferrée. Et à tout ça se pose dans le temps le train réel qui passe et qui joue sur la perception du temps et de notre expérience dans ce lieu. Et il y a aussi une trace de l'artiste dans ce lieu et de son processus créatif. Donc, les indications données sont minimalistes. On laisse vraiment la place aux gens, de par leur intuition, de se diriger et de jouer dans ce lieu. God, d'Émilie Paillard. Ici, on est dans une œuvre un peu plus qu'on dit générative, mais interactive, où tout un setup de rituels, des livres, etc., nous amène dans une salle où un mycélium est connecté par des aiguilles d'acupuncture à un réseau électrique. Et puis, on entend un petit peu l'activité sonore transposée dans l'espace sur l'activité du mycélium. Là, le champignon n'a pas beaucoup poussé dans cette image, c'est au début, mais le visiteur, en se connectant sur 2 petits connecteurs, vient interférer avec l'activité du mycélium par son activité électrique et transforme la chanson que fait ce mycélium. C'est une chanson évidemment interprétée par les signaux et qu'Émilie transforme. C'est une artiste d'art électronique. Et il y a tout ce lieu où que tu peux y rester, flâner au sol et vraiment être dans cette cohabitation avec l'œuvre.
Ensuite, on a l'ordinateur, Baron Lantaigne et Camille Bernard-Gravel, qui est un début de collaboration avec Avatar qu'on renouvelle cette année. L'ordinateur est un ordinateur, je dirais, amplifié dans cet appartement-lieu de la galerie où on voit le compresseur, on voit tous les éléments de l'ordinateur et un peu pour illustrer, nous faire sentir, même si on a un petit téléphone intelligent, la place que ça prend dans notre vie et dans notre quotidien, surtout pendant la période pandémique. Hein, on faisait tout le temps là-dessus. Et on a ce dévoilement de ça. Et les images qui sont là évoluent dans le temps. Quand la personne pèse sur son code, ça réactive le processus du début, mais c'est un algorithme encore qui processe des images en temps réel. Et finalement, vous ne verrez jamais la même composition du lieu. On a ici un service de thé. Chaque expo a un thé associé où je fais une médiation si les gens le souhaitent. Et on peut parler et laisser des commentaires à cet ordinateur un petit peu fragmenté, déconstruit dans le lieu. Je continue avec Monter le chauffage de Anne-Françoise Jacques, qui est une artiste qui travaille des dispositifs avec des éléments de cour à scrap. Elle travaille elle-même dans une place de recyclage. Et là, ce sont tous les petits thermostats vieillots, cliquetis, qui sont ajustés d'une façon où, avec la lampe qui chauffe et la ventilation qui bouge, et la température de la pièce crée une forme d'orchestration. Ce sont tous des objets vraiment récupérés de ventilation, de lieu. Finalement, tous ces cliquetis finissent par organiser un son, le vent qui transperce, et il y a une forme d'orchestration qui s'organise devant nous, qui est vraiment, finalement, qui joue avec la température du lieu et du temps. Donc, la lumière aussi joue là-dedans. Et on peut vraiment sentir toutes ces petits organiques mondes qu'elle a créés qui, finalement, créent une forme de symphonie entre elles. Encore là, service de thé dans l'espace pour monter le chauffage. Et on continue avec une autre œuvre avec un aspect génératif, ou du moins qui, à la base, devait l'être un peu plus, où un performeur vit et dort dans le lieu. Et finalement, ce qu'on voit, c'est un performeur qui vit et dort, mais c'est un performeur projeté sur un lit, où le visiteur, en rentrant dans l'espace, réactive une séquence où un lavabo se met à sortir de l'eau rouge de son lavabo, ouvrir des portes. Et il y a toute une métaphore sur le sommeil et sur le dernier sommeil, la mort, si on veut. Et puis, c'est toute cette réflexion un peu angoissante et à la fois forte sur ces univers parallèles qui nous habitent pendant qu'on dort et ce qu'on contrôle et qu'on ne contrôle pas. Et on voit ici là, tout ce dispositif fait par Samuel Saint-Aubin et créé en collaboration avec Éric Forget, un artiste des arts vivants qui fait du son et qui est aussi acteur. Donc, on voit ici les portes du lavabo. C'est comme si un peu l'appartement devient un lieu vivant qui s'active au fil de la trajectoire du visiteur. Donc, ça, c'est notre programmation des 2 premières années. Et puis, à travers toutes ces expériences, les œuvres sont là pour 1 mois et demi, 2 mois. Hein, fait qu'on a du temps. On met ici nos supporteurs. Et puis, on essaie de créer des ateliers ou des médiations expérientielles qui sont le reflet des œuvres aussi, créées en collaboration avec les artistes. Avec Émilie, ça, c'est des groupes des écoles tout près du lieu qui, dans leur cours d'art plastique, viennent voir la galerie. On est allé au marché Onsic, essayer de rejoindre la communauté où Émilie active son champignon dans un format réduit. Et Émilie a même on a fait des ateliers où elle guidait des méditations, où on devenait des sports dans une forêt enchantée et tranquillement, après ça, on faisait une activité plastique avec elle pour un peu éveiller nos sens, même dans l'installation même. Qu'est-ce que procure d'être dans ces lieux-là?
puis de rejoindre un peu ce que l'artiste a voulu faire. Pas juste on se rejoint soi, mais aussi on tend tranquillement vers ces travaux intangibles dans nos imaginaires personnels et collectifs. Et puis, c'est ça, avec Émilie, on a fait vraiment beaucoup d'activités de ce genre. On pourrait avancer, Alex. Avec Baron et Camille, on a eu une discussion avec eux autour de l'ordinateur et on a eu Daniel Canty qui est venu faire une lecture dans l'installation sur justement qu'est-ce que c'est l'ordinateur. C'est un texte fabuleux qui a commenté de références historiques sur ce que représente l'ordinateur dans nos vies, jusqu'à parler de l'intelligence artificielle, Facebook, Google, et de comment on se positionne par rapport à ça, mais avec... je pense que tout le monde connaît pratiquement Daniel Canty dans la sphère des activités reliées aux technologies et à l'écriture. Donc, c'était très stimulant d'être dans ce dispositif et de justement réfléchir à la place de l'ordinateur dans nos vies et la place qu'on lui donne. Et avec Anne-Françoise, elle a fait plusieurs séries de performances devant public où, justement, elle bougeait ses dispositifs, ses prises d'air, elle amenait d'autres objets et elle créait finalement devant les gens une performance. Ça, c'est avec un groupe scolaire, mais on a eu plusieurs soirées ouvertes au public qui donnent accès aussi à l'œuvre autrement et justement dans ce rapport d'intimité, à être en relation un petit peu d'ouverture et de donner du temps, finalement, au lieu d'être dans la... On parle beaucoup d'éco-responsabilité, mais je pense que c'est aussi avec ce qui se passe dans nos têtes, de créer de l'espace. Et c'est un peu ce qu'on souhaite faire dans ces activités et dans notre approche de diffusion à Ésode. Y a-t-il autre chose? Je pourrais même dire que pour la résurgence, on a eu des ateliers d'hypnose où on créait un rapport à l'hypnose et à l'état de sommeil où les gens ensuite allaient visiter l'expo dans cet état de prédisposition. Donc, c'était vraiment des ateliers reliés parce que hypnose égale sommeil. Hein? Hypnose vient le dieu du sommeil. Et donc, de créer, favoriser une présence et que quand tu montes dans le lieu en haut, il y a une forme de prédisposition. Et c'est un peu comme ça aussi avec l'outil qu'on veut tranquillement amener les artistes à même créer une relation avec les gens avant même d'arriver dans le lieu, par ce qu'on envoie comme outil dans leur téléphone avant qu'ils arrivent. On est-tu rendu, Alex, à la prochaine année de diffusion? Alors, on s'achemine vers notre 3e année. Qui va commencer le 4 mars avec Nadie Larchet, qui est une artiste de Beauce et qui est une co-production, diffusion avec Avatar. Donc, il y a une résidence ici à Avatar et il y en aura une chez nous à Ésode pour son installation. Donc, elle a 2 semaines vraiment. On donne du temps aux gens de s'installer aussi pour réfléchir à comment ils mettent la chose dans l'espace et comment on va amener les gens à la recevoir. Donc, Nadie est là. Et puis ensuite, on aura dans notre lieu Alice Jarry, Morte Fontaine, Martin Rodriguez et Stéphane Gladchevski. Donc, entre la relève des gens... comme vous dites, chevronné. On a dit ça? Oui, on a dit ça sur mon projet, une artiste chevronnée. Je trouvais ça très drôle. Et puis, c'est ça, qui touche à l'aspect génératif de différentes façons. Et il y a même des performances dans 2 de ces projets qui auront lieu dans le lieu de diffusion. Donc, c'est Ésode. Je ne sais pas où j'en suis dans le temps, mais je pourrais... 4-5 minutes. Hey, je ne suis pas pire. Ouais. J'ai gaulé. Artificiel, ce qu'on dit finalement en conclusion, c'est qu'on cherche à réduire l'importance de l'ego et de l'identité au bénéfice de l'expérience de l'œuvre. Nous souhaitons favoriser une relation personnelle entre les visiteurs-visiteuses sur qui nous exerçons le moins de contrôle possible et l'œuvre qui fonctionne de façon autonome. Les artistes membres d'Artificiel considèrent que les installations génératives ne trouvent pas leur place au sein de plateformes de diffusion traditionnelle. On généralise, là, hein? On est dans notre statement politique, car celles-ci n'offrent pas un contexte adapté à leur expérience. Ésode se démarque par la singularité de son contexte de présentation, dont les paramètres spécifiques cherchent avant tout à mettre les œuvres en valeur, et ce, pour le bénéfice du public comme pour celui des artistes.
Donc, c'est un peu le mandat d'Ésode. Et même dans notre façon de faire nos communications, on n'est pas sur Facebook. On essaie de sortir certains outils qui sont bien, mais de contrôle aussi, où il y a tellement de stock, comment tu le reçois. On essaie, c'est ça, de créer une brèche de temps, d'ouverture, d'espace. Et aussi au quotidien, à l'année aussi, pour justement peut-être se créer des petits rendez-vous comme ça à l'année longue, pas juste pendant les festivals qui sont très bien parce qu'il y a un foisonnement, mais aussi comment l'art peut habiter et vivre avec les gens dans un quartier, dans la vie de tous les jours et de s'offrir cet espace pour aller lire, manger son lunch à côté d'une œuvre ou juste être là en contemplation pour ces œuvres qui, justement, évoluent dans le temps, ces œuvres d'art génératif. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On aurait le temps peut-être pour une question ou deux, si vous en avez. Autrement, on poursuit cet après-midi avec toi dans le cadre d'une conversation. Et Alex, tu vas être là aussi. Oui, Non. OK. Donc, c'est à 14h30 et on parle que raconte-t-on avec les outils technologiques? Donc, il y aura sans doute des questions qui émergeront de ça. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est un plaisir. Et on poursuit dans quelques minutes avec l'interartistique, définir la création à la rencontre de plusieurs disciplines. Merci beaucoup. À 11h, dans 8 minutes.